Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, en vos grades et qualités. Bienvenue à cette conférence organisée par Calissan 972, structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients de la Martinique. Alors, je suis Hélène Sérignac, je suis journaliste et je suis vraiment très honorée d'être avec vous ce soir et surtout pour aborder la thématique des EIGS, les fameux événements indésirables graves associés aux soins. Alors l'objectif de cette conférence, déjà ça va être de changer notre regard sur ces événements, de vous présenter aussi les actions qui sont prévues par Calissan 972. Donc on va parler formation, on va parler création d'une communauté de pratiques pour les professionnels et on va parler également challenge de la sécurité. Et sans plus attendre, je vais inviter Danielle Bruyère-Dawson, présidente de Calissan 972, à bien vouloir nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, vous avez vu, j'ai une petite voix donc je me lance malgré mon absence de voix. Alors, monsieur le responsable du département de la veille et alerte de l'ARS, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants des collectivités, mesdames, messieurs les directrices et directeurs des établissements et structures sanitaires, chers collègues et chers invités. Je suis très honoré de votre présence ce soir à cette première conférence organisée sur la thématique des EIGS, alors vous venez d'entendre la définition, et plus précisément intitulée « Changer le regard sur les EIGS et l'événement indésirable grave lié aux soins ». Pour ceux qui ne connaissent pas Calissan, je vais vous en dire quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce soir. Donc, Calissan est une association 1902 qui, depuis le 26 octobre 2023, a été désignée suite à un appel à candidature de l'ARS, structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients de Martinique. Calissan 972 est donc ce qu'on appelle plus communément une SRA. Donc, les missions de la SRA sont fixées par le décret du 25 novembre 2016. Leur vocation est d'accompagner les professionnels du sanitaire, du médico-social et de la ville et les établissements et les structures de santé dans leur démarche d'amélioration de la qualité. Pour ce faire, Calissan dispose, comme les autres SRA, d'une équipe opérationnelle composée de son directeur, M. David Pinelli, qui est là, d'une ingénieure qualité, gestion des risques, Madame Stélie Savi, qui est à côté, et d'une assistante administrative, Madame Charlie Arnolin, qui est derrière nous. Notre équipe opérationnelle n'est pas encore complète. Une infirmière chargée de mission qualité à temps partiel devrait rapidement nous rejoindre, ainsi qu'un médecin. Nous recherchons un praticien chargé de qualité gestion des risques à temps partiel également. Sur le terrain, notre équipe opérationnelle Calissan 972 peut vous accompagner sur la déclaration, la gestion et l'analyse des événements indésirables graves associés aux soins, dans la préparation des procédures de certification ou d'évaluation HAS également. Nous avons aussi un rôle d'animation territoriale avec l'organisation de conférences, séminaires, mais aussi de formation pour les professionnels. Nous venons de passer notre certificat Calliope. Le choix de la thématique de ce soir n'est pas neutre. C'est l'appui à la déclaration et à la gestion des EIGS. C'est une des missions principales de la SRA. Et je dirais même qu'elle est indissociable de l'existence des SRA, puisque c'est le même décret qui a créé et les SRA et la déclaration des EIGS. Sur ce sujet, l'enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins, réalisée en 2009 et 2010, a montré un niveau de sous-déclaration important dans toutes les régions de France. Bien que de manière générale, ces dernières années, les courbes statistiques se soient améliorées un peu partout, la dernière infographie publiée par la HAS sur le sujet montre encore des résultats très inégaux. Des écarts importants entre les régions,
mais surtout situe la Martinique comme l'une de celles qui signalent le moins. Cela, je veux peut-être aussi le rattacher au fait qu'on n'avait pas de SRA. Donc, ce n'était pas non plus une promotion qui était faite. Notre propos ce soir n'est pas de porter un jugement sur ce constat. Toutefois, il s'agit d'un sujet éminemment important pour l'ensemble des usagers. Il nous a donc paru essentiel de contribuer à une meilleure information sur une thématique qui relève souvent du tabou. C'est la raison pour laquelle nous accueillons ces résultats comme une opportunité de construire ensemble une culture sécurité commune, une opportunité de nous interroger ensemble sur le sens de la déclaration et la finalité de l'EIGS. Sur le terrain, pouvons-nous de manière certaine identifier toutes les situations qui relèvent de l'événement indésirable grave lié aux soins de celles qui ne le sont pas? Avons-nous des outils pour cela? Connaissons-nous le parcours des EIGS? Pouvons-nous collectivement faire évoluer ces résultats? Comment lever les freins au signalement ou à la déclaration? Beaucoup d'interrogations pour lesquelles nous vous proposons d'entamer une réflexion commune ce soir pour relever ce défi ensemble. Cette réflexion n'est pas une question martiniquaise. Elle revêt également une dimension nationale. Et nous pouvons compter sur une feuille de route du ministère de la Santé 2023-2025 pour améliorer la qualité des patients et des résidents qui fixent le cap en matière de IGS, notamment dans les axes 2 et 3, dont je vous fais une lecture exhaustive mais rapide. Axe 2. Donc, agir sur la sous-déclaration des événements indésirables graves associés aux soins. La sous-déclaration des événements indésirables graves et le défaut de transmission au niveau national persiste. Il apparaît nécessaire de faire progresser le nombre de déclarations en structurant le portail national de signalement et en incitant les professionnels et patients à signaler. L'encouragement des professionnels à signaler passe notamment par le développement d'une culture juste, basée sur une approche non punitive de l'erreur. L'axe 3, améliorer la capitalisation sur les retours d'expérience, coordination par la frappe. La capitalisation des expériences est une démarche collective permettant aux acteurs de renforcer leur capacité à bien gérer un EIAS. L'EIAS est un événement indésirable associé aux soins, mais qui n'est pas grave, qui n'est pas déclaré grave, et pour partager leurs connaissances avec d'autres. C'est un processus qui conduit à apprendre et à progresser individuellement et collectivement. Ces retours d'expérience sont à développer au niveau national et régional en soulignant les réussites des équipes. Tous ces éléments nous permettent d'envisager des perspectives d'action en vue de co-construire un système plus robuste s'appuyant sur la déclaration des EIGN en l'envisageant comme un levier d'amélioration. Pour répondre à l'ensemble des interrogations qui sont les nôtres aujourd'hui, je vous propose d'engager ce soir la réflexion avec l'ensemble de nos intervenants que voudrais remercier de nos intervenants. Je les remercie tous d'avoir accepté notre invitation et merci à tous de votre présence. Merci beaucoup, Daniel Verdosson, président de CALISAM 972, donc CALISAM 972, structure régionale d'appui qui a été désignée par l'ARS et notamment, on le disait à l'instant, pour l'accompagnement à la déclaration des EIGS. Et l'ARS est avec nous ce soir, notamment en la personne de Denis Alexis Alphonse, qui est responsable du département veille et alerte à l'ARS. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Madame la présidente de l'association CALISAM 972, monsieur le directeur de la structure régionale d'appui, mesdames et messieurs les directeurs d'établissement, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, c'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de l'ARS, de l'Agence régionale de santé de Martinique. Je tiens tout d'abord à remercier la présidente de CALISAM, madame Brière-Dosson, pour l'organisation de cette conférence et de nous offrir cette tribune pour parler de la sécurité et de la qualité des soins au travers effectivement du traitement des EIGS. Je tiens également à vous relayer les excuses de la directrice générale de l'ARS et du directeur général adjoint
qui ne peuvent être parmi nous aujourd'hui en raison d'impératifs personnels. Ils auraient souhaité être présents ce soir pour pouvoir témoigner de leur engagement sur ces questions qui sont d'importance cruciale pour notre système de santé. Les événements indésirables graves associés aux soins EIGS sont des incidents aux conséquences sévères, parfois fatales pour le patient. Les EIGS peuvent résulter d'erreurs médicales, de défaillances du système de soins ou encore de facteurs environnementaux. Ça a bien été dit par la présidente de l'association Calissan. Comprendre les EIGS est un enjeu crucial pour améliorer la sécurité des patients, mais aussi renforcer la confiance du public dans notre système de santé. Il est essentiel d'analyser les causes profondes de ces événements qui sont souvent le résultat d'une erreur, qui ne sont souvent pas en fait, le résultat d'une seule erreur, mais d'un ensemble de facteurs, faisant intervenir des processus complexes associés tantôt à des défaillances de communication ou encore à des dysfonctionnements en termes organisationnels. La prévention des EIGS nécessite une approche systémique fondée sur une culture de la sécurité et de la qualité. Donc c'est bien le fond de la conférence de ce soir. Il est impératif de changer notre perception sur les EIGS qui ne doivent être plus vus comme un outil de répressif qui conduisent par moments à des inspections, mais bien comme un levier de promotion de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Je ne serai pas long, je terminerai là-dessus en rappelant simplement que la réponse aux EIGS est une responsabilité collective. Elle doit permettre à chacun de partager ses expériences et d'apprendre les uns des autres et mettre en œuvre des solutions concrètes en faveur des patients et du parcours des soins. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une conférence enrichissante et productive. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était donc l'intervention de Denis Alexis-Alphonse, responsable du département veille et alerte à l'ARS. On va poursuivre avec un autre expert de l'ARS sur la problématique de l'identification des EIGS et surtout du parcours de déclaration en la personne de Karim Ouldamar. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Merci Denis de ce discours. Et merci d'avoir seul à représenter la RF, la partie direction. Oui. Et je tenais à remercier également la SRA de m'avoir invité à cette conférence sur les EIGS. Je remercie Daniel et David. Juste un rappel que cette SRA, c'était une des dernières structures à être mise en place en France. Et en France, parce qu'il reste encore certains territoires, la Guyane et Mayotte qui ne sont pas encore de cette structure. Et donc, bravo pour cette mise en place. On voit le travail effectué depuis 2023 déjà. Donc voilà, c'est une structure, je le rappelle, indépendante et autonome, et nous n'avons pas de conflit d'intérêt, l'ARS, bien qu'on a contribué à la mise en place de la structure. Cette structure est née, David le sait très bien, suite au projet régional de santé qui a été piloté par l'ARS. Alors, moi je vais vous parler du regard de l'ARS et des autorités sanitaires sur les EIGS. Et donc on va passer sur, je parlerai de ce que c'est une définition, des exemples au niveau national et au niveau territorial, et le circuit de déclaration. Alors je pense que c'est très important de définir ce que j'entends ici et là, qu'est-ce que c'est un EIGS, qu'est-ce que c'est un EIAS, qu'est-ce que c'est un EI, qu'est-ce que c'est un EIG, etc. Donc là, la définition est claire du décret du 25 novembre 2016. C'est un événement inattendu. Donc le mot inattendu est très important. Ce n'est pas une évolution d'une pathologie connue, avec des complications connues, en lien avec la morbidité du patient. Sinon, on déclarait toutes les 5 minutes des EIGS. Donc c'est vraiment un événement inattendu au regard de l'état de santé du patient et de sa pathologie. Donc la notion d'inattendu est très importante. Exit les aléas thérapeutiques, les évolutions
qu'on connaît, documentée, attendue, et qui ne rentre pas dans ce cadre-là. Ensuite, il y a le critère de gravité. Donc, il faut qu'il y ait une conséquence. Il y a une des 3 conséquences, c'est décès, mise en jeu du pronostic vital, ou la survenue, ça peut être aussi les deux, ou la survenue probable, en tous les cas pour le pronostic vital déficit fonctionnel, permanent, y compris une malformation congénitale ou une anomalie. Ensuite, 3e critère, c'est la notion de soin. Donc il faut qu'il y ait il faut qu'on est dans un contexte de soins à but diagnostique, thérapeutique ou préventif, comme les vaccinations, ainsi que les actes médicaux à visée esthétique. 3e point, c'est l'obligation de déclarer tout EUGS qui survient dans un établissement de santé, établissements médico-sociaux ou dans un cabinet de ville. On n'en a pas, hélas, pas encore de déclaration, et ça c'est valable pour tous les territoires nationaux. On a encore du mal à toucher les médecins libéraux pour déclarer un UGS. Il y a la notion aussi de déclaration sans délai, enfin je parle de la déclaration initiale. Alors cette notion de sans délai pose des problèmes pour certains déclarants parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire sans délai? Est-ce que c'est tout de suite? Je pense qu'il y a des tests qui vont sortir pour laisser 72 heures, je crois, pour la déclaration, à l'instar des incidents d'hémovigilance, par exemple, ou de pharmacovigilance. Alors, je pense qu'on ne peut pas comprendre les UES sans comprendre dans quel environnement ils se situent dans le dispositif de sécurité sanitaire. Alors, vous avez... alors, le réseau régional de vigilance d'appui, dont le SRA fait partie, c'était dans le flyer. Il a été mis en place en 2019 en Martinique, donc il est présent dans chaque région. J'en suis le coordonnateur. Et ce réseau régional de vigilance d'appui est composé de 2 types de structures. Il y a les structures de vigilance et les structures d'appui. Alors, j'ai volontairement pas mis la toxicovigilance. Je parlerai uniquement des structures de vigilance de produits de santé. Ça concerne l'hémovigilance, qui touche les produits sanguins à vie, la pharmacovigilance, l'addictovigilance et la matériovigilance. J'en parlerai un peu plus longtemps tout à l'heure, qui concerne les dispositifs médicaux. Donc, toutes ces vigilances peuvent entraîner des incidents, des événements indésirables, dont il faudra signaler, c'est une obligation aussi, qui peuvent engendrer des EGS selon la gravité. Par exemple, quelqu'un qui est transfusé et qui finit en réanimation, eh ben c'est un EGS. Mais il faut aussi le déclarer en tant qu'incident de transfusion. Idem pour la pharmacovigilance, un choc anaphylactique suite à une administration de médicaments. Il faut le signaler en tant qu'incident de pharmacovigilance, mais aussi en tant qu'EUGS, parce qu'il y a une mise en jeu du pronostic vital. Et la matériovigilance, on en parlera tout à l'heure. Alors, les structures d'appui, comme leur nom l'indique, ils sont là en appui, en aide, en expertise, en accompagnement pour investiguer les EUGS. La SRA, par exemple, pour parler que de cette structure, eh ben là, pour certains d'entre vous, certains établissements, on voit qu'il y a de l'accompagnement pour l'analyse des causes profondes, l'analyse des EUGS. Mais ça peut être aussi l'OMIDIT, qui est une structure d'appui sur les produits de santé, notamment les médicaments et les dispositifs médicaux. Ça peut être le centre de prévention des infections associées aux soins. C'est plus le CLAM, c'est fini. On parle maintenant de centre de prévention des infections associées aux soins. Et on parle d'infections associées aux soins, plutôt d'infections nosocomiales. Bon, bien que les gens continuent à parler d'infections nosocomiales. Et donc le CPS peut aussi intervenir en cas d'UGS qui est un UGS avec une infection associée aux soins. On a eu récemment le cas d'un UGS suite à une fracture du col fémoral. Il
y avait une bactérie résistante. Et voilà. Donc le CPIAS peut aussi intervenir dans certains cas de GS qui sont accompagnés d'infections associées aux soins. Alors, le logigramme de déclaration, vous connaissez tous le portail national de signalement. Donc quand il y a un signalement, alors le signalement peut être fait par les professionnels de santé, que ce soit des établissements sanitaires, médico-sociaux ou de libéraux, mais ça peut venir aussi des médias ou de particuliers. C'est ce qu'on reçoit nous sur le SIVSS. Donc ça arrive quand il y a une déclaration, ça arrive sur la boîte alerte de l'ARS via le PSIG, c'est-à-dire le portail de signalement. Et nous, à notre niveau, on qualifie. Est-ce que c'est un EIGS? Est-ce que ça répond aux critères de l'EIGS? Si c'est oui, on va enregistrer le volet 1, qui est la déclaration initiale. Si on n'a pas, on le demande. Et on se réunit en commission UGS au niveau de l'ARS pour demander des informations complémentaires et pour décider ou non d'une inspection contrôle, par exemple. 3 mois plus tard, l'établissement déclarant doit envoyer le volet 2, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, je compte beaucoup sur la SRA pour motiver et avoir des actions là pour que les déclarants pensent à déclarer le volet 2 à 3 mois du volet initial. Et ensuite, une fois qu'on a les 2 volets, c'est validé et transmis à la chaise. En fait, le point final, l'autorité sanitaire qui reçoit les déclarations, c'est la haute autorité de santé. C'est pas la NSF, c'est pas le ministère, c'est la haute autorité de santé. Ensuite, au niveau de l'ARS, il y a un comité de suivi des plans d'action, parce que dans les RMM, dans le volet 2, les établissements déclarants, ils énoncent un certain nombre de plans d'action, de mesures préventives, etc. Donc on va les suivre, voir si elles sont effectives et mises en place. Et ça, encore une fois, le rôle de la SRA d'accompagner l'ARS et les établissements déclarants dans le suivi des plans d'action. Donc vous voyez que la SRA intervient sur 4 niveaux, j'ai envie de dire. Là, ce qu'elle est en train de faire maintenant, enfin, je pense que c'est arrivé à un niveau où mais bon, le travail continue, c'est la promotion, l'accompagnement, la déclaration. Ensuite, la SRA intervient à la demande de l'établissement et ou de l'ARS pour obtenir le volet 1 ou pour aider à déclarer le volet 1. Elle peut aussi intervenir sur le volet 2 et au final, une fois qu'on a volet 1 et volet 2, pourra aussi intervenir sur le suivi du plan d'action de l'ARS. Alors, ça, c'est au niveau national. Pardon. Où j'en suis là? Ah oui. Alors, ça, c'est, je dirais, au niveau régional. Au niveau. Alors, comment ça se passe? Mais c'est pareil, hein, vous avez un UGS, gestion immédiate de l'UGS. Alors, je lance un message pour les déclarants. Il faudrait que cette déclaration immédiate, il ne faut pas que ça passe par tout un circuit de responsable qualité, parce que ça, il faut avoir les premières hypothèses et envoyer le déclaration. Donc, première déclaration, premier élément de compréhension, deuxième déclaration, la notion de anonymiser qui est clôturée par l'ARS et ça part à l'HAS. Et donc, il y a un feedback. Donc, l'HAS, avec tous les événements qu'elle reçoit, donc, elle va produire des flashs de sécurité, des analyses de risque spécifiques, des recommandations pour les médecins, etc. Ensuite, alors voilà, des exemples de UGS. Alors les UIAS, comme disait Daniel, ce sont des événements indésirables associés aux soins, mais qui n'ont pas les critères de gravité d'un UGS.
Donc les critères de gravité, je les rappelle, déficit fonctionnel, mise en jeu de réponse efficace, décès. Les EIAS ne sont pas à déclarer au niveau national, au niveau de l'ARS, ni au niveau de l'HAS. Elles doivent être traitées par les responsables qualité, les gestionnaires des risques en interne. Donc quand il s'agit de l'EIAS, il faut déclarer. Je vous ai donné quelques exemples ici de IAS qui peuvent évoluer vers des UGS. Les épisodes de grippe chez un patient à risque n'avait pas reçu la vaccination, une infection urinaire liée à la pause ou la présence du sonde vésicale, fracture d'un membre, etc. Bon, je ne vais pas tout les citer. Un retard de diagnostic par méconnaissance des résultats d'examen, effet inattendu d'un médicament, impossibilité d'accès au dossier informatique du patient empêchant la poursuite normale des soins, une erreur de traitement liée à un mauvais dictage d'un examen laboratoire. Vous voyez, c'est des choses dont on ne pense pas que c'est des EIAS. Et puis, à contrario, certaines situations ne sont pas EIAS, j'en cite peut-être un ou deux. Les conséquences d'une rixe ou de geste déplacé entre deux patients résidant dans un EHPAD, par exemple, en dehors de tout contexte susceptible de les rattacher aux soins. Donc, à partir du moment où il n'y a pas le soin, ce n'est pas un EIAS. Une toxi-infection alimentaire collective au milieu de soins n'est pas un EIAS. Exemple avec déficit fonctionnel en EHPAD, une patiente en EHPAD chute à la suite d'un retrait de la ceinture de contention sans vérification par l'équipe. La chute n'est pas signalée. Le lendemain, une anomalie, une fracture du col fémoral par exemple. Et ça, c'est un UGS. En ES, par exemple, une complication infectieuse grave après un soin imposant la réalisation d'une amputation de membre. Et puis vous avez les ES considérés comme non associés aux soins. Là aussi, par exemple, amputation d'un membre décidé du fait d'une insuffisance circulatoire préexistante. Vous voyez la différence, ce n'est pas un UGS. Un acte de malveillance, un suicide de patient sans lien avec la prise en charge et les soins. Effets secondaires liés aux médicaments sans mise en cause des pratiques, etc. Là, c'est David qui me met la pression sur le temps. Alors, je vais passer sur les étapes de... Bon, vous connaissez tous, pour ceux qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, vous connaissez ces textes. Et je voulais juste vous citer les 11 catégories d'événements indésirables, et sans perdre de vue que certains relèvent des UGS. Je pense que c'est un formulaire à remplir quand vous avez ce type d'incident, sinistre ou événements météorologiques, etc. Mais vous avez aussi, par exemple, le quatrième, accident lié ou incident lié à une erreur ou un défaut de soin ou de surveillance. Eh bien, ça, c'est un EIAS qui peut être un UGS selon les critères de gravité. Les décès accidentels ou consécutifs à un défaut de surveillance, un UGS. Les situations de maltraitance, alors pour votre information, la maltraitance, l'HAS va la considérer comme un UGS, quel que soit le critère de gravité. Voilà. Donc la maltraitance, il y aura un texte qui va sortir sur la maltraitance, même s'il n'y a pas de décès, de mise en jeu de pronostic vital ou de déficit fonctionnel, ce sera considéré comme un UGS. Les disparitions inquiétantes ou plus pareilles, ce sont des EUGS ou EIAS. Voilà. Voilà. C'est tout ça. Bon, là, c'est représenté d'une façon beaucoup plus fleurie, mais vous avez tous les 11 catégories de dysfonctionnement et de non-conformité que je viens de vous citer. Alors, venons maintenant à la Martinique. Alors, une liste non exhaustive et à ce jour, on a 23 IGS déclarés versus 15 en 2023. Donc, il y a quand même une augmentation significative. Il y a 62% pour lesquels on a un volet 2 versus 33% en 2023. Daniel a rappelé que nous étions les derniers avant Mayotte qui a 0 déclaration sur l'infographie. Alors, il faudrait que je précise que
la HAS ne prend en compte que les 2 volets. Même si on a déclaré 100 EUGS, et s'il n'y a que 3 volets ou 2 volets qui ont été transmis, pour la HAS, c'est que 2 volets, enfin que 2 EUGS. C'est pour ça que l'année dernière, enfin en 2023, ils ont pris en compte uniquement les 4 EUGS avec les volets 1, volet 2, alors qu'on a déclaré 15. Donc voilà ce qu'on a comme... alors avec volet, plus ou moins volet 2, des morceaux diagnostiqués, des suicides, des tentatives de suicide. Alors ça, c'était un gros problème sur perte de prix d'avant, un impact avec un retard diagnostique. Un choc septique sur une infection précoce sur matériel d'ostéosynthèse qui a fini par un décès. C'est là où je disais il faut l'expertise du CEPIAS. Péremption d'un greffon de cornée, ce qui a fait retarder la greffe d'une cornée avec un probable déficit fonctionnel. Un départ de feu dans un service de soins, décès d'un patient, une erreur médicamenteuse mise en jeu pour le vital, des fausses routes, des défauts de prise en charge avec des complications au niveau des hémodialysés, panne d'équipement radiothérapie, retard de prise en charge, des erreurs transfusionnelles qui ont abouti à un décès, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout... voilà. Alors juste là, c'est quand vous remplissez le volet 2, on vous demande si vous souhaitez l'appui d'une expertise externe pour l'analyse de l'EGS. Donc si vous voulez l'appui de la CRA, il faut cocher oui. Voilà. Et si vous avez en interne les ressources, vous mettez oui aussi. Mais bon, c'est juste pour un clin d'œil pour la CRA, pour vous accompagner. Alors là, je passe rapidement sur les EUGS en lien avec les dispositifs médicaux. Ils sont en recrudescence. C'est pour ça que je parle. J'ai beaucoup insisté sur la matériovigilance et les incidents de dispositifs médicaux. Vous voyez que les cathéters sont en pole position, suivis par les prothèses, les pompes à perfusion, les sondes, le matériel d'endoscopie, les compresses, matériel de perfusion, logiciel, barrière de lit, chambre implantable. Pour les pompes à perfusion, juste rappeler qu'on a eu un décès d'un nouveau-né suite à un problème de débit. Et là, ça c'est le 2023. Donc vous voyez que les erreurs liées aux soins ou à l'organisation de soins sont en pole position. Ça, c'est vous avez la base totale, la base 2023. Donc au top 3, vous avez les erreurs liées aux soins, l'action du patient contre lui-même, ça doit être les suicides, et les erreurs médicamenteuses iatrogènes. Je vais juste dire un mot là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu en 2023 le décès d'un patient de 25 ans, un décès par choc septique sur infection invasive à méningocoque dans un CH du Var hier, en région PACA, et qui est décédé, et ça fait beaucoup de bruit. Et donc l'IGAS a enquêté et elle a formulé une série de recommandations locales et nationales, et notamment la généralisation dans les services des urgences de la grille des pliages et la sensibilisation, entre autres, des personnels de santé au repérage précoce des sepsis. Je dis ça parce qu'on a des gros soucis actuellement à l'ARS sur la problématique des urgences, les retards de prise en charge, les retards de diagnostic, etc. Donc le rapport, si ça vous intéresse, le rapport est publié, il fait 200 pages. Il faut aller sur le site de l'IGAS. Voilà, il est publié le 6 décembre, donc c'est tout récent. Alors je finis sur cette diapo parce que je vous ai dit qu'il y a un gros problème avec les dispositifs médicaux. Je vous cite 3 exemples et j'arrête là. Une patiente de 63 ans est prise en charge au bloc opératoire dans le cadre d'une intervention programmée pour remplacement de la valve mitrale. Pendant l'intervention, il présente une défaillance cardio-respiratoire nécessitant la mise en place d'une ECMO. Il est transféré en réanimation. En consultant des documents préopératoires, les professionnels de santé se rendent compte que c'est une valve aortique qui a été mise en place. Le patient est repris au bloc pour une mise en place d'une valve mitrale. Il décédera en post-opératoire d'une défaillance multiviscérale.
Alors, c'est un EGS associé à une erreur de dispositif médical. Une valve aortique est implantée à la place d'une valve mitrale. Voilà. Une patiente de plus de 80 ans est prise en charge en hospitalisation à domicile pour une tumeur maligne du sillon maxillaire traitée par une pompe PCA. Lors de la pause, l'IDE infirmière, intérimaire depuis 2 jours dans la structure, commet une erreur de programmation du débit. Le débit prescrit est de 3 mg par heure, alors que le débit programmé est de 15 mg par heure, soit 5 fois la dose. La patiente décède suite à une dépression respiratoire. Là, c'est erreur de programmation. C'est le cas que je vous ai cité tout à l'heure. Je ne vais pas citer d'établissement, ni de nom, ni de truc, où un nouveau-né prématuré est décédé suite à une erreur de débit. Donc ça existe. Enfin, un patient octogénaire en insuffisance respiratoire chronique sous oxygène est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans son lit d'hospitalisation. Lors de la réanimation, le médecin constate que l'oxygène est branché sur le cathéter veineux périphérique d'un raccord biconique. Le patient décède par probable emboulie. Le IGS est lié à une erreur de connexion entre 2 dispositifs médicaux, la tubule d'oxygène et le cathéter. Voilà, je termine là. J'en peux dire plus, mais on est pris par le temps. Et de toute façon, on aura l'occasion d'échanger entre eux. Merci beaucoup, Karine Lara. Ça rend les EIGS très concrets. Mais on est là, bien sûr, pour tenter de lever le tabou, de changer aussi notre regard sur les EIGS, puisqu'on peut aussi les voir comme un levier pour créer une culture sécurité commune, et notamment grâce au retour d'expérience. Et on va débuter tout de suite avec le centre hospitalier Maurice d'Espinois, et je vais inviter Sylvie Perria à bien vouloir partager avec nous ce retour d'expérience, puisque vous avez tendance à avoir une gestion très proactive des EIGS au sein de votre établissement. Alors, bonsoir tout le monde, je suis Perria Sylvie, je suis en charge de la gestion des risques au centre hospitalier Maurice d'Espinois depuis environ 5 ans. Donc je vais vous présenter en quelques chiffres les signalements que nous effectuons depuis à peu près les 3 dernières années. Donc en 2022, on a dû signaler 5 événements indésirables graves associés aux soins, en 2023 8 et en 2024 une dizaine. Alors, que signale-t-on de manière générale aux IHMD? Donc, les événements indésirables qui ont entraîné un décès, une mise en jeu du pronostic vital et les passages à l'acte hétéro-agressif entre patients, dont les conséquences vont répondre à la définition de l'EIGAS. Et puis, les autres événements dits sentinelles, qu'on qualifie de sentinelles, qu'on va aussi déclarer au niveau de l'ARS, comme les erreurs médicamenteuses sans effet, les incendies, les fugues et les disparitions inquiétantes. Alors, le signalement au CHMD, donc malgré une définition très précise de l'événement indésirable, grave associé aux soins, ce n'est pas toujours évident pour nous de qualifier cet événement. Donc, du coup, très souvent, je me rapproche du docteur Oudama ou de la structure régionale d'appui afin de bénéficier de l'expertise, de leur expertise, et de qualifier ensemble la nature de l'événement indésirable. Alors, je tenais à faire un petit focus sur le CHMD, donc notamment le risque médiatique. Donc, tout l'intérêt de déclarer ce type d'événement indésirable grave associé aux soins, notamment les suicides, qui est un événement assez prégnant dans notre établissement. Donc, c'est d'éviter les fuites, que l'ARS en soit informée par des circuits, je dirais, non officiels, et puis de pouvoir maîtriser l'événement, notamment en termes de communication. Alors, le signalement de l'IGAS au CHMD, donc, de manière générale, une fois que je suis informée d'un événement indésirable grave associé aux soins, donc je vais m'enquérir au niveau de l'unité pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, soit les cadres, si j'ai l'occasion de voir les collègues impliqués, donc j'en discute avec eux. La réglementation exige que le volet 1 soit renseigné sans délai. Ce n'est pas toujours évident, parce que du coup les collègues souvent portent une charge émotionnelle très lourde. Et c'est pas toujours évident pour eux d'échanger sur le moment
avec le service qualité et de devoir répéter encore une fois ce qui s'est passé. Donc ça, c'est de la sensibilisation qu'on essaie d'effectuer, même quand il n'y a pas d'événement indésirable grave, et les sensibiliser à l'intérêt de la démarche. Donc, de manière générale, le plan d'action est enseigné via le volet 2 qui est enseigné sur la plateforme nationale et dont l'ARS prend connaissance. Donc, ce que l'on retient, nous, au CHMD, de notre expérience, c'est la bienveillance, un climat favorable au signalement, un accompagnement au signalement par la SRA, et puis de pouvoir garantir aux professionnels et aux patients que le CHMD est dans une dynamique d'amélioration de la qualité des soins. Et puis je tenais à dire également que cette démarche implique le prérequis pour moi, c'est vraiment l'engagement fort de la direction pour que tout se fasse justement dans ce climat de bienveillance. Et voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé votre retour d'expérience avec nous. Ouais, je vous en prie. Alors l'objectif aussi, ce sera d'une manière générale et puis à moyen terme, d'arriver à une culture générale de déclaration des événements indésirables graves associés aux soins pour éviter qu'ils ne se reproduisent, et notamment grâce à la mutualisation des plans d'action. Et on va en parler justement avec Stélie Savy de Calisan 972. Stélie Savy qui est ingénieure qualité gestion des risques. Bonsoir à toutes et à tous, merci encore de votre présence et je suis honorée de voir autant de personnes qui se déplacent pour une thématique qui est quand même fondamentale. Donc l'objectif c'est vraiment de changer le regard sur les ESGS et pour ça on a souhaité vous montrer que le ESGS est un levier pour créer une culture sécurité commune. Donc je vais vous présenter un peu la procédure de mutualisation des plans d'action et de création des fiches retour d'expérience pour la prévention territoriale. Donc, voilà. Alors, notre travail et nos objectifs font écho à la feuille de route du ministère, donc, qui s'étend de 2023 à 2025, qui compile 2 objectifs, 5 axes et 26 actions pour améliorer la sécurité des patients et des résidents. Donc, à l'occasion de la Semaine Sécurité Patients 2023, qui avait pour thématique faire des patients les acteurs de leur propre sécurité, la DGOS a lancé la toute première feuille de route du ministère et c'est pour nous, au niveau de la SRA, un guide pour planifier nos actions et prioriser justement ces actions pour répondre à cette feuille de route nationale. Donc, je vais vous récapituler les 5 axes prioritaires de cette feuille de route. Le premier, valoriser et accompagner le travail en équipe et les temps collectifs sur l'ensemble du parcours patient. Le deuxième, agir sur la sous-déclaration des ESGS. Le troisième, améliorer la capitalisation des retours d'expérience. Le quatrième, poursuivre des actions ciblées dans certains secteurs. Et enfin, le cinquième, promouvoir la place du patient et de ses proches pour améliorer la sécurité. Sur ces 5 axes, il y a notamment l'axe numéro 2 qui nous concerne tout particulièrement en règle générale au niveau de la SRA, mais encore plus aujourd'hui, puisqu'on parle de la sous-déclaration des ESGS. On a aussi l'axe numéro 3 qui concerne la capitalisation des retours d'expérience. C'est intéressant puisqu'en fait la DGOS a co-écrit la feuille de route avec de nombreuses instances nationales et notamment avec la FORAP sur cet axe numéro 3, la FORAP étant, je le rappelle, la fédération qui rassemble toutes les SRA de France. Donc, pour rappel, il y a une SRA dans chaque région de France, celle de Martinique est nouvellement créée, mais les autres SRA des autres régions sont là depuis maintenant plusieurs années et c'est cette force de frappe qui a permis notamment de co-rédiger cette feuille de route nationale sur la sécurité des patients. Donc maintenant, on va s'intéresser au retour d'expérience en lui-même. Donc le retour d'expérience, qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? C'est de tirer des connaissances de l'expérience, les partager et les mettre en œuvre pour mieux maîtriser l'avenir. Pour
pour ce faire, nous avons 4 grandes étapes à respecter. Donc, chaque étape est tout autant importante que la suivante et que la précédente. La toute première étape, c'est de connaître donc, les EIGS, les EIAS également. Donc pour ça, il est important de savoir les identifier, donc d'avoir des critères de caractérisation des EIGS, des EIAS également, de les déclarer, parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'établissement, dans le service ou même dans les structures de ville. Et donc on n'a pas ce regard qui nous permet de détecter les dysfonctionnements. Une fois qu'on a déclaré le EIGS, on va documenter, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de la chronologie des faits, on va vraiment questionner l'organisation en place et on va sélectionner les EIGS qui font l'objet de ce retour d'expérience justement. Deuxièmement, une grande thématique également, c'est de comprendre. Donc, il s'agit de l'analyse et de la recherche des causes immédiates et profondes, donc, et de l'analyse de la récupération. La récupération, il s'agit des barrières qui sont déjà mises en place par l'établissement, qui auraient en temps normal pu freiner la survenue de cet événement, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été suffisantes pour empêcher que cet événement ne se produise. Certaines barrières peuvent fonctionner, d'autres non. Donc tout l'intérêt est justement d'analyser tout ce qui a été mis en place pour voir ce qu'on peut en conclure. Puis, il s'agit d'agir, donc de co-construire un plan d'action. Donc là, je parle de co-construction parce que ça se fait déjà au niveau de l'établissement avec tous les professionnels qui sont concernés, mais on inclut également, donc, dans la mesure du possible et de plus en plus, les patients, les personnes accompagnées dont on recherche l'expérience en tant que victime de cet événement, quand c'est encore possible. On va également s'attacher à tracer, suivre et évaluer les actions mises en place. Je précise aussi pour la co-construction du plan d'action, la SRA intervient aussi à ce niveau-là, donc pour une aide extérieure, pour avoir du recul sur cet événement, on peut aussi vous accompagner pour co-construire ce plan d'action. Et enfin, c'est là qu'on arrive au retour d'expérience, donc on va pouvoir partager, communiquer, informer une fois qu'on a rassemblé toutes ces informations-là. On observe 3 échelons de retour d'expérience. Le premier échelon se fait à l'échelle de l'établissement, du service, du cabinet de ville et au plus près des professionnels, des patients concernés, des résidents concernés, des personnes accompagnées concernées. Donc que cela se passe, donc, comme je disais, en ville, dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans les établissements sanitaires, les professionnels peuvent se rassembler pour déjà faire un premier retour d'expérience au niveau local. On a ensuite donc, la SRA de Martinique, comme les autres SRA de France, accompagne les établissements pour la co-construction du plan d'action, mais on a également un rôle de retour d'expérience régional. Donc là, j'ai pris l'exemple de la SRA Pays de Loire Calirel Santé qui existe depuis maintenant de nombreuses années et qui a eu l'occasion de faire de nombreuses fiches rétex régionales. Donc l'intérêt, c'est vraiment de reprendre tous les événements qui ont été déclarés, de les anonymiser et d'en tirer des enseignements, des conséquences. Donc juste, est-ce que David, tu peux cliquer sur le lien? Je souhaitais vous montrer en fait la structure de ce type de fiche. Donc là, c'est une structure qu'on va très probablement reprendre. Donc là, ça traite du surdosage de nalbuphine chez un jeune enfant en salle de réveil. Donc on a les informations sur le fait que ce soit en anesthésie, dans un établissement de médecine chirurgie obstétrique, avec un focus sur les points principaux de cette EIGS. On détermine quel a été l'impact pour le patient. Et ce qui est intéressant, si on continue de descendre, c'est qu'on a toute la chronologie des faits, encore une fois anonymisée. Donc on peut encore descendre. La chronologie des faits est assez précise, mais tout en gardant les éléments pertinents. Si on continue encore de descendre, on va retrouver les causes profondes qui ont été identifiées. Donc l'importance d'avoir vraiment une analyse fine et d'aller le plus en profondeur possible sur les causes. Donc là, on voit que pour chaque thématique, donc le patient, les équipes,
les soignants, etc. On a un ensemble d'éléments qui ont contribué à ce que cet événement se produise. Donc si on continue encore un petit peu après, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi identifier les barrières qui ont été mises en œuvre par l'équipe. Donc ça peut nous permettre d'avoir un peu connaissance de ce qu'ils ont mis en place. Et si on continue encore, donc, on voit qu'ils ont fait un point sur le fait que l'événement soit évitable ou pas. Donc là, il a été considéré comme évitable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un plan d'action. Donc, donc au niveau prévention, récupération, atténuation des causes de cette EIGS. Donc l'intérêt pour nous, une fois qu'on a les fiches de cet ordre-là, c'est qu'il y a des actions qu'on peut déjà mettre en place avant même que l'événement se produise et vraiment pour éviter que l'événement ne se produise. Donc c'est vraiment, au final, ce plan d'action qui va nous permettre de proposer des recommandations à l'échelle régionale. Donc voilà. Donc on peut retourner au diaporama. Voilà, super. Donc ça, c'est un exemple de fiche qu'on va très bientôt pouvoir produire. Maintenant, au niveau national. Donc, chaque SRA fait partie de la FORAP et la FORAP elle-même recense toutes les fiches retour d'expérience régionale réalisées par les SRA qui lui permettent elle-même de réaliser ses propres fiches, donc des fiches réflexes cette fois-ci. À ce jour, 163 fiches sont disponibles en libre accès à tous, avec un peu cette même structure-là, qui concerne des secteurs variés, donc tous les secteurs, MCO, SSR, HAD, ville, etc. Et des thématiques encore plus variées que je ne pourrais même pas toutes vous citer ce soir de façon exhaustive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder très rapidement sur le site de la FORAP, si on clique sur voilà, ici. Donc c'est pour vous montrer que sur ce site internet, justement, on retrouve beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Et notamment, on a, si on appuie, on va sur ce fichier-ci, si on appuie dessus, il va nous télécharger un dossier Excel qui est en train de charger, je m'en doute pas. Non. Bon, en tout cas, c'est un fichier Excel qui va recenser toutes les fiches régionales qui ont été réalisées par les SRA, avec le lien pour y accéder, la thématique. Donc c'est vraiment une mine d'informations très importante qui est accessible librement et qui ne fera que s'enrichir au fil du temps. Donc c'est pas grave. Vous allez pouvoir le trouver très facilement sur le site de la FORA. Si on avance un peu, parce que j'étais déjà arrivée un peu... Ah, c'est moi, pardon. C'est bon. Ok, d'accord. Alors... On a vu une première organisation des retours d'expérience nationaux. On a également les flashs sécurité patient, dont le docteur Oudamar nous parlait tout à l'heure, donc, qui est cette fois-ci rédigé par la Haute Autorité de la Santé. Donc, elle tient ces enseignements-là justement de tous les EIGS qui sont remontés au niveau régional, qui sont déclarés de façon complète avec le volet 1 et 2. Et donc, un flash correspond à un risque particulier récurrent. Donc, c'est là qu'on voit l'importance de déclarer, c'est qu'on peut identifier les EIGS qui reviennent le plus souvent. Donc, un risque particulier récurrent identifié et sélectionné à partir de EIGS. Les objectifs de cette fiche, selon la HAS, sont de sensibiliser et alerter les professionnels de santé sur un risque particulier récurrent en décrivant la situation à risque, rappeler les outils, les publications et les recommandations de bonnes pratiques mises à disposition des professionnels de santé. Et, important également, montrer que déclarer des EIGS doit se faire dans une démarche constructive qui passe par une dédramatisation de la déclaration. Donc, je vous ai mis un extrait d'un des nombreux flashs sécurité patient que vous pouvez trouver encore une fois en libre accès sur le site de la HAS. Donc là, on parle de l'utilisation des morphiniques et du surdosage, on en a parlé également tout à l'heure. Donc dans cette fiche, on rassemble plusieurs EIGS qui se sont produits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir en bilan de tout ça les actions qu'on peut mettre en place pour ne pas que ça se reproduise. Donc ça fait également évoluer les recommandations publiées par la HAS. Donc en conclusion, sur les retours d'expérience, on a un premier échelon, donc l'échelon local, donc, qui est au plus près des professionnels, des résidents, des patients,
On va notamment s'intéresser au fait que la culture sécurité est importante dans l'établissement et on parle aussi de culture juste, donc ni trop punitive, ni trop laxiste. On a l'échelon régional, puisque l'établissement déclare à l'ARS, peut se faire accompagner par la SRA et il y a une vraie dynamique régionale qui se crée. Et on a aussi l'échelon national, puisque l'ARS fait remonter les ESGS au niveau national à la HAS, les SRA à la FORAP, et la FORAP et la HAS ont vraiment, elles aussi, une dynamique de collaboration qui permet notamment de rédiger, de mettre à jour, de faire évoluer les feuilles de route nationales, par exemple. Donc, on voit bien qu'à l'échelon local et régional, on a des actions de court à moyen terme, donc des actions locales et régionales, alors qu'une fois qu'on a bien intégré cette dynamique, on peut faire remonter tout ça pour avoir des actions de long terme, donc des actions à l'échelle nationale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Céline. Savi, ingénieur qualité et gestion des risques à Calisan 972. Gardez bien vos questions si vous en avez déjà, puisque dans un petit moment, on va passer au temps d'échange. On a tout de même une dernière intervention, et pas des moindres. C'est celle de David Pilleri, qui est le directeur de Calisan 972. On va parler de la manière dont la SRA est là pour vous accompagner, notamment dans la déclaration, mais aussi pour le renforcement des compétences et le support sur le terrain. David Pilleri, directeur Calisan 972. Bonsoir à tous. Alors, je vais quand même reprendre quelques éléments qui ont été présentés par la présidente et par Karim, Dr. Lamar, donc sur ce qu'est Calisan. Donc, c'est avant tout votre partenaire de proximité, une équipe opérationnelle que l'on vous a présentée, qui est à votre écoute et qui vous accompagne sans jugement et en toute transparence. Alors, notre accompagnement spécifique sur les EIGS, donc il consiste à vous aider à déclarer donc, le volet 1, le volet 2, donc de manière très synthétique, puisque c'est vrai que Dr. Lamar vous a présenté le circuit de déclaration. Donc sur le volet 1, nous vous aidons à la qualification de l'événement indésirable. Donc en cas de doute, n'hésitez pas. Donc vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un mail. Vous avez eu le retour d'expérience de Sylvie Piria au CH Maurice Despinois. Donc ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez nous contacter à Calisan et nous vous dirons s'il s'agit bien d'un EIGS ou s'il s'agit simplement d'un EIAS. Bien sûr, l'aide à la déclaration de l'EIGS, alors important, si vous souhaitez être accompagné par notre structure, sur la plateforme, lorsque vous signalez, lorsque vous déclarez l'événement indésirable grave associé aux soins, vous avez la possibilité de solliciter l'appui de la SRA. Donc vous aurez une partie expertise technique, et ça c'est au niveau du volet 1. Sur le volet 2, donc nous vous aidons à l'analyse des causes profondes, des causes immédiates et des causes profondes, et à la déclaration de l'EIGS, mais du rapport du plan d'action. Donc on va voir ça dans le détail. Lorsqu'il y a une sollicitation d'un établissement, donc nous prenons rendez-vous avec l'établissement, donc nous préparons la rencontre. Et donc nous présentons Calisan, ses missions et son approche. Nous échangeons avec les responsables et les professionnels concernés. Donc nous sommes à ce stade-là. Nous définissons les modalités d'accompagnement avec l'établissement, avec la direction de l'établissement et les personnes concernées. Et puis nous mettons en place un calendrier de travail avec cet établissement. Et puis, il y a un travail préparatoire qui est effectué avec le recueil et l'analyse de la chronologie des faits, avec l'interlocuteur désigné par l'établissement. Ensuite, l'analyse des écarts constatés et des facteurs contributifs, le choix de l'outil le plus adapté et la préparation du travail d'analyse. Et ensuite, nous passons à la phase 4, la réunion d'analyse,
avec la consolidation et la validation de la chronologie des faits avec les professionnels concernés, la consolidation et la validation des causes et écarts constatés. Donc, c'est très important lors de cette réunion-là que l'on puisse être d'accord sur le travail qui a été fait et que ça soit validé par l'établissement. Parce que la SRA vient en aide aux établissements sur un plan méthodologique, mais c'est l'établissement qui valide le travail. Donc, le plan d'action est co-construit. Ensuite, nous venons en accompagnement. Donc, nous pouvons accompagner l'établissement pour qu'il s'assure que le plan d'action qui a été élaboré est bien mis en place et que les choses fonctionnent. Donc, nous sommes aussi sur le suivi des actions qui ont été définies et mises en place. Alors, je vais vous présenter quelques outils qui ont été mis en ligne. Donc, nous avons un site internet, calisan972.nq, donc qui présente l'ensemble des accompagnements de la SRA. Alors, sur la thématique des EIGS, nous avons mis en ligne une grille de recueil des événements pour préparer votre analyse. Pourquoi? Parce que bien souvent, lorsqu'il y a un événement indésirable grave associé aux soins, les éléments ne sont pas tout de suite collectés. Donc, il y a une déclaration qui peut se faire parfois des jours, voire des mois après l'événement. Donc, il est important d'utiliser des outils pour faire la chronologie des faits, noter les éléments contributifs. Et donc, nous sommes là aussi pour vous aider à utiliser ces documents. Donc, n'hésitez pas. Nous y avons mis notre démarche pour analyser un EIGS, ce que je viens de vous présenter. Vous le retrouvez sur le site internet. Et une grille de la méthode alarme commentée. Et vous avez aussi des ressources liées à l'HAS, le guide HAS d'analyse de EIAS. Donc ça, ce sont des outils qui sont déjà en ligne sur notre site. Nous allons les compléter avec des fiches pour vous permettre de reconnaître un EIGS facilement. Donc ça, nous allons le faire avec l'ARS, avec le docteur Wildamar. Et ça sera mis à disposition sur le site comme d'autres éléments qui vont constituer un kit EIGS pour les professionnels. Alors, nous avons vu un ensemble d'éléments de l'accompagnement que propose Calisan 972 aux établissements. Cependant, on peut dire que ça ne sera pas suffisant. Pour co-construire, nous devons aller plus loin. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des freins, et ces freins, on les retrouve dans toutes les régions, et ce sont les causes du niveau de sous-déclaration. Donc, ces freins demeurent dans nos établissements, et sur la base d'une étude menée en Île-de-France entre 2017 et 2019, publiée dans la revue Risques et Qualité en 2020, ces freins sont la crainte de la sanction pour les professionnels, pour les établissements aussi, parce qu'on a parlé des inspections, la méconnaissance du système de déclaration, la non-perception de l'intérêt de la déclaration, le manque de retour d'information. Donc, je pense que ce sont des éléments que vous connaissez, des situations que vous connaissez dans vos établissements et sur lesquelles il nous faut agir ensemble. Donc, comment dépasser ces freins? Donc, en débutant ensemble un nouveau cycle, en se faisant confiance pour évoluer vers une culture sécurité plus forte. Alors, comment ça se passe? Donc, ça passe par la sensibilisation des professionnels dans les établissements et structures. Donc, nous souhaitons aller à la rencontre des équipes pour pouvoir les sensibiliser et donc nous souhaitons que les directions facilitent ces rencontres pour
agir sur la culture sécurité. Nous allons créer des affiches et des posters qui seront mis à disposition des établissements, toujours dans cette optique de sensibilisation des professionnels, et des webinaires d'information. Donc nous avons déjà eu l'occasion de faire une webconférence sur la SSP. Donc nous allons poursuivre ce travail d'animation territoriale sur les thématiques qualité, gestion des risques. Donc nous mettrons à votre disposition des webinaires que vous pourrez consulter quand vous voulez sur cette thématique. Alors, ça a été annoncé, oui, nous sommes certifiés Calliope depuis quelques mois et nous allons proposer des formations aux équipes sur les événements indésirables. Donc, avec 2 programmes, déclarer un EIGS et la gestion des événements indésirables, parce que c'est intéressant aussi, lors de ces formations, de questionner nos organisations et de voir dans quelle mesure on peut les améliorer aussi à travers des actions de formation. Et la création d'une communauté de pratiques spécifiques sur la thématique des EIGS. Nous comptons créer donc des communautés de pratiques. Donc il y en aura une spécifique pour les EIGS, pour permettre aux professionnels de se retrouver, de partager des outils, des ressources, des expériences, bénéficier d'une base de données issue également de la FORA, et avoir aussi un espace d'échange. Donc tout ça, ce sont des actions que nous comptons débuter dès 2025. La participation des équipes à des challenges sur la sécurité des patients et des résidents. Donc il y a le challenge national de la FORAP. Vous serez bientôt informés là-dessus parce que la SRA Calisan va participer également à ce challenge et vous pourrez dans les établissements participer en déclarant donc un EIGS sur lequel vous allez partager donc l'analyse que vous avez menée et le plan d'action qui a été mis en place. Il faut savoir que ce challenge, c'est un challenge national avec un prix pour les meilleures productions, les meilleurs retours d'expérience et au moment de la semaine sécurité patient, il y a des prix qui sont décernés au niveau national. Donc, il y aura aussi des initiatives des établissements lors de la semaine sécurité patient, des initiatives remarquables aussi seront mises en avant et nous allons aussi développer, nous allons travailler sur un prix qualité avec l'Agence régionale de santé. Donc ça sera en discussion, mais ce sont des actions qui sont là pour améliorer la culture sécurité dans nos établissements. Alors, nous comptons sur vous pour nous aider à développer toutes ces actions. Donc voilà, je vais laisser la parole à Hélène Siriga. Oui, si dans la salle, certains d'entre vous ont des questions à adresser aux membres de Calisan 972, n'hésitez pas à vous présenter si vous le souhaitez aussi, puis préciser la personne peut-être à laquelle vous avez envie de poser la question. Oui, bonsoir. Docteur Benyaya, je suis pharmacien et hygiéniste et dans un premier temps, je voulais vous remercier pour ces présentations. Alors ma première question, elle s'adresse à Monsieur Pideri. En ce qui concerne les freins, vous n'avez pas évoqué la lourdeur des déclarations. Par exemple, quand il y a par exemple le cas qui a été énoncé par le docteur Udamar sur l'hématovigilance et ensuite le IGS, ça fait une double déclaration. Moi, souvent, les médecins, à ce moment-là, je les perds, je vais être sincère. Et ma deuxième question, c'était pour tout le monde. Est-ce que lorsqu'on a, par exemple, un soin d'ordre préventif, comme par exemple la vaccination qui a été énoncée, et pour des patients qui sont sous curatelle et sous tutelle pour l'accord, on n'a pas l'accord de
d'effectuer une vaccination et que le patient finit en réanimation, est-ce que ça constitue pour vous un EIGS ou pas? Merci. Alors sur la première question, donc sur la charge, c'est comme ça que je traduis cette question-là, la charge de travail que ça constitue, la déclaration. Alors en fait, c'est pour ça que l'on dit qu'il faut rentrer dans cette nouvelle culture. Vous faites appel à la SRA pour vous aider là-dessus. Vous faites appel à la SRA, nous sommes là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça constitue une charge importante. Mais si jamais ça devait constituer une charge, nous sommes là pour vous aider et on le fera avec grand plaisir. Merci. Et pour la deuxième question, oui, tu peux la reformuler. Alors en fait, je posais le cas pour, par exemple, tout ce qui est soins préventifs à type de vaccination dont vous avez parlé lors de votre présentation. Pour des patients qui sont sous curatelle ou sous tutelle, pour l'accord, il nous faut l'accord des familles, par exemple, que l'on n'a pas obtenu, donc on n'a pas l'accord de vacciner. Et le cas d'un patient qui finit en réanimation dans ce cadre-là, est-ce que ça constitue pour vous, en fait c'est comme du non-soin, j'ai envie de dire, est-ce que ça constitue pour vous un EIGS? Absolument. C'est pas un UIS, c'est un UGS. Tu viens de parler de réanimation, donc c'est mise en jeu de conditions vitales. Ah oui, oui, absolument. UGS. Malgré le respect de la réglementation, du coup. Après, la problématique, qui va le déclarer? On se bat tout le temps. Les particuliers qui nous envoient des plaintes, des réclamations qui sont des authentiques UGS, mais on a toujours du mal à faire déclarer par le professionnel de santé, parce qu'il faut un point de santé pour déclarer. C'est pas le particulier, ni un tuteur. Oui. Bonsoir à tous, moi je suis Dr Ibo, je suis médecin au CHNC. Alors moi ma question c'est surtout par rapport à la différenciation et surtout la qualification de l'UAS. On n'a pas entendu ta question. Alors, j'avais pas fini, du coup je disais c'est par rapport à la qualification de EIAS et EGAS, parce que en fait, comme vous avez dit, beaucoup ne sont pas au même fin de faire la différenciation entre les deux, et aussi par rapport à la déclaration, parce que dès que vous n'êtes pas capable de pouvoir faire la différenciation entre les deux, et du coup, vu le timing, disons de faire momentanément, enfin un peu directement la déclaration sur le volet, et qu'en ce moment vous n'avez pas la capacité de pouvoir faire la qualification entre une EIAS et une EIGS, et du coup comment pourrons faire par rapport à cette déclaration? Est-ce que directement on doit d'abord se référer à la SRA avant de pouvoir faire la déclaration, en ce sens de pouvoir identifier EIAS ou bien EGIS, ou bien directement faire la déclaration et en ce moment remettre au niveau du volet 1, faire la déclaration, cocher l'aide de la SRA, et en ce moment déjà la déclaration a été faite. Est-ce que les deux mesures ou bien la méthodologie n'est pas assez controversée? Je ne sais pas. Merci. D'une part, on a bien fait la différence entre un EIAS et un UGS. Donc l'EIAS, c'est un événement indésirable qui n'est pas grave, mais associé aux soins. Donc il est géré en interne. Donc ce qui fait qu'un UIAS devient un UGS, c'est les critères de gravité dont on a cité, déficit fonctionnel, probable déficit fonctionnel permanent, mise en jeu du pronostic vital ou décès. Maintenant, nous, ça nous arrive à l'ARS de recevoir des déclarations, même des volets A, et qu'on disqualifie par la suite. Enfin, on rappelle le service pour leur dire ça, c'est pas un UGS. Là. Donc, ça ne perd rien si vous n'êtes pas sûr de faire la déclaration. Et nous, à ce moment-là, on prend contact avec le déclarant pour lui dire ça, c'est pas un UGS. Mais il faut vraiment retenir cette définition EIAS versus EUG. L'EIAS n'est pas déclarable,
le IGS, il y a des critères de gravité, les 3, et qui a déclaré avec un volet 1. D'accord. En fait, ma question, c'est surtout par rapport aux établissements, parce que beaucoup ne sont pas à même de pouvoir faire cette différenciation. Vous avez pu la faire parce que vous êtes responsable de qualité et tout ça. Alors, selon moi, c'est les différents établissements. Peut-être il y a ceux qui sont dans la qualité, mais qui n'ont pas cette qualification, enfin, ces expériences de pouvoir faire cette différence. D'où est-ce que ma question disant, oui, là, directement on s'adresse à l'ARS, même si c'est à l'ARS, ou bien on va d'abord se retourner vers la SRA avant de faire la déclaration, puis après, si oui ou non l'aide de la SRA confirme ou infirme l'EGS, et en ce moment on fait le volet. En fait, c'est juste la chronologie que je sais que vous avez répondu, mais toujours afin que les établissements parfois ne sont pas à même de le faire. Je réponds et je laisse David rapidement. Je ne suis pas responsable qualité, je suis référent UGS. Après, effectivement, dans votre structure, vous avez certainement des responsables qualité et gestionnaires des risques qui ont été formés pour justement qualifier des EIS et IGS dans votre établissement. Après, est-ce que c'est la mission de la SRA de qualifier des EIS? Elle fait de l'accompagnement. Alors, je ne vais pas me mouiller, je laisse David répondre sur la SRA. Elle a pour mission de vous accompagner dans la déclaration du volet 1, du volet 2, du suivi des plans d'action, etc. Là, sur est-ce que ça c'est un EIS ou EGS, c'est borderline, je dirais. Alors, comme tu l'as dit, Karim, c'est vrai qu'il y a le premier niveau, ce sont les responsables qualité dans les établissements, donc qui peuvent apporter déjà une réponse sur la question. Donc, ils peuvent déjà qualifier. En cas de doute, nous sommes ouverts et nous sommes ouverts à la discussion sur la situation. Et donc, oui, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter et on se fera toujours un plaisir de discuter de la situation avec vous et de la qualifier soit de IAS ou de IGS. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ou des retours concernant la conférence? Je suis le docteur Dufrédan, chirurgien honoraire, mais je continue tout de même, bien qu'honoraire, je continue à m'intéresser aux questions médicales, voyez-vous. La façon de faire un progrès en la matière serait d'augmenter, me semble-t-il, les déclarations de IGS et de IAS, surtout de IGS. Ma question, est-ce que vous avez les moyens d'inciter les établissements à déclarer les EIGS? Alors, justement, ce sont des choses qui ne se décrètent pas. Et pour moi, ça prend du temps. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et pour arriver à cette culture de la déclaration, cette culture sécurité partagée, ça passe par de la sensibilisation. Et en fait, nous, dans notre programme, nous souhaitons pouvoir rencontrer les équipes et discuter avec les équipes pour lever les freins, pour présenter ce que c'est qu'un EIGS, donner de l'information, donner des supports pour acculturer toutes les équipes et qu'on soit en Martinique sur un bon niveau de connaissance et que personne ne craigne de signaler un EIGS parce que, je le rappelle, l'EIGS, il sert vraiment, c'est un levier d'amélioration de la qualité, de la prise en charge des patients. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles il nous faut vraiment progresser. Ça va prendre du temps, mais l'équipe opérationnelle de Calisan est là pour accompagner les professionnels là-dessus. Je vais compléter d'abord, c'est réglementaire, c'est une obligation. Moi, je suis coordonnateur régional d'hémovigilance depuis tant d'années. Je sais, quand l'hémovigilance a commencé, les gens étaient réticents à déclarer les accidents transfusionnels. Et maintenant, c'est devenu... Voilà, donc il ne faut pas perdre espoir. Et les EIGS, depuis le décret de 2016, on avait 0, 2, 3 déclarations, et maintenant on est là.
aujourd'hui en Martinique en tous les cas, nous sommes à 27 déclarations UGS, alors qu'on était à 4 ou 5 il y a 2 ou 3 ans. Donc il ne faut pas désespérer, les gens, il y a l'accompagnement SRA, mais aussi la diapo que j'ai montrée, quand ces UGS, ces déclarations arrivent à l'HAS, l'HAS va sortir des plages de sécurité, va faire des recommandations de bonnes pratiques. Peut-être qu'on n'était pas dans les bonnes pratiques pour certains UGS récurrents. Et peut-être que les médecins, à partir du moment où ils vont se dire, parce que j'ai déclaré, il y a une certaine correction, de mesures correctives qui ont été réalisées. Et surtout, il ne faut pas voir ce qu'a Daniel, c'est toi qui as parlé de la culture positive de l'erreur ou la culture apprenante de l'erreur. Je pense qu'il y a un changement de paradigme. Ça a beaucoup fonctionné dans le pays anglo-saxon et aux États-Unis en particulier. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez nous. Oui, Rodrigue Alexander, directeur adjoint au CHU La Martinique. Je vais réagir à ce qui a été dit sur les 2 précédentes interventions. Je pense qu'il faut qu'on arrive à déconnecter aussi le sujet de la réalité de notre société martiniquaise. Est-ce qu'à la Martinique, on peut considérer qu'on est dans une culture du signalement ou de la démarche qualité ou de la réclamation écrite? Je ne crois pas que ce soit le cas. Si je prends l'exemple du CHU La Martinique, on le versant du côté des patients et non plus du côté des professionnels déclarants, on fait 400 000 venues au CHU La Martinique chaque année. 400 000. Sur 400 000 venues, nous avons moins de 80 plaintes qui sont reçues par les patients. Quand je dis plainte, il faut l'entendre en termes de réclamation, courrier de réclamation, mail de réclamation, enregistré en bonne et due forme, permettant de se plaindre de fonctionnement ou d'un incident lié à la prise en charge. 80 plaintes, 400 000 venues externes. En revanche, tous les matins, j'entends un Google sur Martinique la Première, j'entends un Google sur RCI, donc tout ça n'est pas enregistré. À moins de pouvoir mettre des référents qualité relations usagers sur les ondes tous les jours et transformer tout ça en plainte, nous n'avons pas ça dans les statistiques et nous ne pouvons pas les intégrer dans nos plans d'action pour améliorer quelque part la qualité des prises en charge et éviter que les mêmes incidents se reproduisent. Donc ça, c'est vu du patient. Maintenant, si je viens du déclarant, du professionnel de santé en interne, il faut qu'on ait en tête un certain nombre de facteurs structurels qui font qu'on est dans une sous-déclaration dans nos établissements. On a déjà un retard considérable en termes de transformation numérique. Ça fait 2 ans que je suis sur le territoire, je vois la différence, mais on a encore beaucoup de chemin par rapport à des établissements qui ont investi sur le plan pécunier et budgétaire beaucoup plus que nous sur ces thématiques-là. Logiciel de signalement de déclaration d'événements indésirables, parce que moi je ne fais pas la déconnexion entre l'événement indésirable et l'événement indésirable grave. C'est d'abord un événement indésirable qui a été qualifié par une équipe et ensuite qui a pris la responsabilité, dans le cadre de procédures internes, de le passer au niveau d'événements indésirables graves et donc de lancer des signalements. Pour ça, il faut qu'on ait des logiciels qui permettent de faire ces signalements. Et il faut qu'on ait des postes informatiques qui soient corrects. En 2 ans, on a changé 3000 PC au CHU La Martinique. 3000. C'est-à-dire qu'il y a des PC que vous allumiez, qui tournaient en rond comme ça là pendant 2 minutes. Donc quand vous êtes professionnel infirmier à côté de votre malade et allez faire sans délai une déclaration d'événement indésirable, vous vous découragez parce que vous n'avez pas les équipements. Donc on a fait un pas sur ce volet-là. Ensuite, il faut que vous ayez des logiciels qui vous permettent de le faire sans avoir à se réauthentifier 10 fois. On a changé de logiciel il y a à peine 1 an et demi. Donc c'est pour ça que vous commencez à avoir un peu plus de signalement du CHU La Martinique. Donc sur ce point-là, il faut qu'on l'ait vraiment en tête. Ensuite, une fois qu'on a fait l'effort de passer à l'étape de la déclaration d'événements indésirables graves, il faut que les personnes qui analysent ces déclarations d'événements indésirables aient un regard d'accompagnement et pas forcément un regard inquisiteur sur ce qui s'est passé dans l'établissement. C'est-à-dire que quand vous êtes professionnel, vous avez fait votre signalement, derrière on l'a escaladé et que vous vous retrouvez dès le lendemain avec une inspection, c'est un peu compliqué de gérer les conséquences de l'événement indésirable et de faire de la clinique, faire de l'accompagnement des professionnels parce qu'on est face parfois à des situations graves. Et au lieu de faire ça, de se retrouver à gérer une équipe d'inspecteurs qui viennent tout revoir dans les 24 heures alors que ça aurait pu attendre tranquillement 1 semaine à froid. Et c'est vraiment des enjeux qui sont importants et qu'il faut avoir en tête. Je me suis déplacé 2 fois là, depuis que la conférence a commencé. Il y a une panne du dossier patient informatisé dans le GHT, donc plusieurs établissements qui n'ont pas accès à leur dossier patient informatisé. Est-ce qu'on fait sans délai une déclaration d'événement indésirable grave ou est-ce qu'on règle le problème? On discute entre nous tranquillement lundi matin pour comprendre exactement ce qui s'est passé, communiquer à nos équipes pour bien comprendre la chaîne de décision qui fait que ce soir on a réglé le problème là dans les 2 heures. Ensuite on vous fera une déclaration d'événement indésirable grave en espérant que mardi on n'ait pas une inspection.
Il faut vraiment qu'on ait tous ces éléments-là en tête pour faire progresser la culture du signalement et faire de telle sorte qu'on soit dans une démarche vertueuse, avec derrière un signalement, des plans d'action, une évaluation, des rétextes comme ça a été dit, et puis derrière un traitement pour essayer de réduire finalement la sinistralité. Et je dirais une dernière chose pour ne pas être trop long, dans l'analyse des chiffres qu'on a, il faut qu'on soit extrêmement prudent sur l'évolution des événements indésirables, puisque nous on fait ce travail de culture du signalement, et donc ce n'est pas parce qu'on a plus d'événements indésirables que la prise en charge est moins bonne dans l'établissement, c'est parce qu'on signale beaucoup plus. Merci pour ces retours. On va avoir la réaction. Après ça, on aura une dernière question. Oui, je voudrais faire une réflexion par rapport à tout ça. On m'entend là? Oui. C'est que je vois, moi je suis responsable qualité également au niveau du centre hospitalier Nord-Caraïbes, et je vois qu'on ne parle pas encore d'événements indésirables graves. Quand on parle d'événements indésirables liés aux soins, je vois déjà que c'est vraiment très très difficile de faire déclarer. Quand on rentre dans les services, on dit mais il n'y a pas une déclaration d'événements liés aux soins. Les gens rentrent dans quelque chose de complètement émotionnel, avec une grosse peur de la sanction, d'être stigmatisé. Et c'est vrai que dans notre culture, on a un tout petit peu l'habitude de chercher des boucs émissaires, et que pour augmenter la déclaration en événement indésirable, simplement, il faut vraiment qu'on change notre regard sur cette affaire-là. Tant que nous aurons un regard un petit peu vindicatif, il faut dire c'est pas bien, t'as pas bien fait, et c'est ta faute, et on va te signaler, et on va te renvoyer, on n'aura pas de déclaration. Même les pas graves. Parce que moi j'étais dans un service la semaine dernière où il y a eu un événement qui s'est passé il y a 10 ans. Et en fait, l'événement qui s'est passé a vraiment fait avancer la culture au niveau de l'hôpital. Les soignants étaient dans un état de colère en disant « Mon papa, il n'a jamais fait une déclaration d'événement associé aux soins. » Donc ils déclarent le yaourt qui est trop sucré, la clim qui coule, des choses comme ça. Et c'est vraiment là, c'est là qui est pour moi la chose où on doit vraiment, c'est là l'enjeu, et c'est là où on doit changer le regard sur les événements. C'est vraiment que ça soit non punitif. Rapidement, si vous permettez, je vais répondre sur 3 points. D'abord, vous n'avez pas besoin d'un logiciel sophistiqué. Le portrait national de signalement, vous allez sur Internet et vous irez. Je parlais des événements indésirables internes, parce que les soignants ne vont pas se mettre sur le portail national. Oui, oui. Oui, interne, donc c'est des logiciels de ce qu'on appelle les files d'anomalies, d'événements indésirables, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas que le portail, vous avez EFIT pour les confidences, vous avez eSign pour le CPA, etc. Mais tout ça, ça a été rassemblé sur le portail national de signalement. C'est pour ça que pour éviter la multiplication des sites de signalement. Deuxièmement, ça c'est connu, plus la déclaration d'incident est un marqueur de qualité. Ça a été vérifié. Les établissements silencieux, les sous-déclarants, c'est pas possible. Quand on regarde le volume d'activité, le nombre de patients, on ne peut pas imaginer qu'un CHU qui a je ne sais pas combien de... voilà, il déclare 20 EJS par an. Ça, dans le cas de la certification HAS, par exemple, on tient en compte le nombre de déclarations. Et puis pour finir sur les inspections, je suis médecin inspecteur aussi. Je pense que quand on fait ça aussi, ça n'a pas de connotation ni judiciaire, ni punitive, etc. Parce que quand on sort d'une inspection, on pointe du doigt de certains dysfonctionnements qui ne peuvent être que pour vous favorables parce que ça remonte à la direction générale de l'ARS. Il y a un problème de moyens, il y a un problème de social, et on met en place un plan d'action et ça améliore la sécurité et la qualité des soins. Moi, je trouve que c'est des inspections pour les prendre de façon positive. Alors, je voulais dire quand même un mot sur les échanges que nous avons donc, à l'issue des interventions. Donc, je suis très satisfait parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire de lancer ce point de départ. Donc, nous, au niveau à Calisan, nous souhaitions vous présenter tous les accompagnements que nous avons prévus pour l'année 2025. Mais c'est vrai que cette première conférence constitue un point de départ.
et on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Il va falloir mettre toutes les parties, je pense, autour d'une table régulièrement pour avancer ensemble. Parce que cette co-construction, elle passe justement par ça, par le fait de mettre aussi sur la table donc, tous les éléments qui peuvent être bloquants. On a parlé de freins, donc moi je suis très satisfait donc, des échanges que nous avons eus et je pense que nous allons voir dans quelle mesure on peut poursuivre ces échanges, comment on peut alimenter donc, le plan d'action que nous avons déjà bâti et pour lequel, je le redis, nous attendons aussi le plein support des directions pour sensibiliser les professionnels. Mais c'est vrai, c'est un point de départ et je suis vraiment très content qu'on échange ainsi et qu'on puisse tout mettre sur la table. Donc merci beaucoup à tous les intervenants. On avait accepté une dernière toute petite question avant toute petite question pour Maurice Espinois. Vous avez parlé d'un climat favorable qui donc a été mis en place. Du coup, peut-être que vous avez des solutions à nous proposer. J'aimerais savoir si sur les 5 ans depuis votre arrivée, vous avez donc mis en place des choses différentes qui ont amené du coup cette progression dans la déclaration. Et la question subsidiaire pour la SCRA, c'est de savoir si vous aviez des contacts avec vos homologues guadeloupéens en particulier, et si vous aviez, au-delà des critères que vous avez présentés, des critères un petit peu plus spécifiques à nos régions qui concernent la sous-déclaration. Merci. Donc, concernant le CHMD, la dynamique est surtout impulsée par la direction générale. C'est à part, je pense, de là, de pouvoir rassurer les collègues sur le fait qu'il n'y a pas de sanction, de risque de sanction. Et puis également, avec le médecin coordinateur de la gestion des risques, où le service qualité travaille en forte collaboration. Et on va directement sur le terrain pour sensibiliser les collègues. Donc tout ça participe à instaurer ce climat de confiance et favorable. Et puis on a aussi instauré la charte de non-punition. Voilà. Donc c'est écrit, c'est signé et ça rassure. Juste un point sur notre collaboration avec les autres SRA. Donc pour votre information, on a très régulièrement des groupes de travail sur différentes thématiques, notamment les EGS, les établissements, la prise en charge dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les soins primaires, l'engagement des usagers, etc. Et nous avons tout récemment eu une collaboration avec la SRA de la Guadeloupe, donc l'Orax 971, avec qui nous avons monté et proposé aux professionnels une enquête sur la mobilisation du projet de soins en établissement sanitaire et du projet d'accompagnement personnalisé dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc c'est aussi à nous de développer ce réseau-là qui nous permettra de vous proposer encore plus de modes d'accompagnement pour coller au plus à vos besoins et qu'on puisse monter ensemble les échelons pour arriver à plus de déclarations et donc plus de qualité au sein des établissements mais aussi en ville. Merci beaucoup pour votre intérêt. Malheureusement, on ne pourra pas prendre plus de questions ce soir, mais vous l'avez bien compris, vraiment les professionnels de la SRA et de Calissac sont à votre disposition pour pouvoir y répondre aussi avec plus de précision et un petit peu plus de profondeur plus tard. Et bien, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l'Assemblée puisque c'est à présent Danielle Bruyère-Dawson, présidente de Calissac 972, qui va nous dire quelques mots de conclusion. Je vous remercie à tous de votre présence. Le but de notre soirée était vraiment de démystifier et aussi c'est pas démystifier le mot, c'est plutôt de dédiaboliser, je dirais plutôt, l'idée de la déclaration des événements indésirables graves liés au soin. On aurait souhaité vraiment pouvoir la dédramatiser parce qu'on sait vraiment que c'est un tabou. Dès qu'on parle de IGS, tout le monde se cache. Donc maintenant au niveau de la SRA, c'est pour vous dire qu'on peut accompagner et qu'on est là pour ça. Et on a des process, des techniques et pour expliquer comment ça fonctionne. Et puis voilà, et tout cela pour arriver, on espère, à en faire de moins en moins. Et voilà, je vous remercie tous de votre présence et puis
je vous accueille pour un petit pot de l'amitié.